Bonjour à tous, ravie de vous retrouver après quelques petites semaines d'interruption. Apparemment, j'étais un peu trop présente sur les réseaux sociaux, donc ça n'a pas toujours plu, mais je suis ravie de rattraper ce temps. Et du coup, comme je vous l'ai dit, eh bien, cette semaine, nous avons pas une interview, pas deux, mais trois. Voilà, c'est le grand bonus. Alors, avant d'accueillir mon invité du jour, Simon, bah, je voulais vous souhaiter bonne année parce que j'ai décidé cette année de vous souhaiter bonne année toute l'année parce que je crois qu'on en a vraiment besoin. Donc, une bonne façon d'essayer que les choses se passent de façon positive en cette année 2021. Alors, bonne année, Chris. Ravi de t'avoir. Bonne année. C'est une bonne Alors, idée. Ouais. alors, ce soir, on part à New York. Alors, je vais d'abord présenter assez rapidement tes deux livres, ceux dont on va parler ce soir. Alors, le petit dernier qui vient de sortir vraiment, le Road Movie pour un proscrit, qui vient de sortir et que j'ai lu hier soir. C'est toi qui vas nous en parler, parce que je vais avoir du mal à le faire ce soir. Mais voilà, je suis ravie d'avoir ce livre. Et puis, on va parler aussi de l'avant-dernier, de l'intégrale. Brooklyn Paradise. Et moi, j'ai vraiment adoré ce livre et je suis vraiment ravie d'en parler avec toi ce soir. Donc, tu vas nous emmener à Brooklyn et aussi à New York. Alors, avant de parler un petit peu de toi, c'est pas ton premier livre, mais je crois que c'est Quadrilogie, si je dis pas de bêtises, c'est ton premier roman noir, c'est ton premier polar. Oui, c'est le premier polar et c'est ma deuxième série, mais c'est le premier que j'ai fait polar. Et en fait, bon, polar, oui, mais je suis pas très sérieuse, quoi. C'est le monde, disons que le monde du polar, c'est un monde masculin. Et moi, j'avais envie de pas le féminiser parce que c'était pas vraiment ça l'idée, mais de faire tomber une femme dans ce monde. D'hommes un peu qui se la jouent, bon, un petit peu comme dans les films de Tarantino, quand tu vois, c'est très masculin les films de Tarantino, et tu vois toujours ces hommes qui sont ou bien habillés, qui ont peur de rien, qui flinguent comme ça, qui parlent de tout et de rien, qui parlent de hamburgers, de traduction, enfin voilà. On va Et parler des personnages parce qu'ils sont juste incroyables. Alors, moi, je ne lis pas du tout de polar. Pas parce que c'est pas bien, mais c'est parce que c'est pas un style que j'ai l'habitude de lire. Et alors là, j'ai adoré dès les premières pages. Vraiment, il y a des personnages, comme je disais, qui sont complètement improbables. Il y a aussi des allures, je trouve, de vieilles séries de télé, un petit côté Colombo comme ça, où on sait un peu ce qui se passe dès le début, puis on remonte un peu l'histoire. Il y a un langage de rue mais juste mordant. Là où il faut, il y a, à côté de ça, il y a une très très jolie plume qui est la tienne pour le récit. C'est vraiment mordant. On croise des personnages, comme je disais, extrêmement improbables. On a un juif religieux un peu enfermé dans sa vie. On a une blonde un peu en maille de fantaisie. On a un gangster digne des San Antonio. Moi, ça m'a rappelé des fois certains San Antonio que je disais. Bah, j'ai lu quand même des choses dans ma jeunesse, version américaine. Et puis, on a un décor qui est extrêmement bien planté. Pour nous, les New-Yorkais, on se retrouve complètement dans les endroits que tu cites, à New York, à Brooklyn. Rien des petits détails quand tu parles des magasins BH à Manhattan, ceux qui sont passés devant comprendront le petit clin d'œil que tu fais dans ton livre. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi Brooklyn t'a inspiré. bah, Pourquoi tu écoute, as décidé d'en faire alors moi le j'habite cœur à de ton livre. Moi, j'ai jamais habité à Brooklyn, mais en fait, j'allais à Brooklyn. Bah, il y a 20 ans, j'allais à Brooklyn. Il y avait tout le culturel était à Brooklyn, tous les trucs un peu underground, intéressants, les spectacles de théâtre, tout ça qui venait d'Europe, tu vois, tout ce truc. Donc, j'allais à Brooklyn et en fait, tous les soirs, quand on sortait du théâtre ou du restaurant un peu obscur, voilà, on se retrouvait tous sur le quai du métro et on rentrait tous à Manhattan à l'époque. Ça paraît loin, mais c'était comme ça. Et en fait, la dernière fois que je suis allée à Brooklyn voir un spectacle, c'était un truc sur Lou Reed, c'était des chansons de Lou Reed ou de Nico, je crois, je ne sais plus, quelqu'un de cette époque-là. Et c'était un groupe qui On chantait ces parle d'un chansons. temps. Ouais, voilà. Et je rentre, c'était l'hiver, je me souviens, je rentre en métro. J'avais une amie qui était, elle, qui est restée à Brooklyn, parce qu'elle habitait à Brooklyn. Et j'ai plein d'amis qui ont déménagé à Brooklyn, en fait, dans les dernières 20 années. Et donc, moi, j'arrive sur le métro, on était quatre. Et là, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde est à Brooklyn maintenant.
Tu vois? Et donc, je sais que l'immobilier augmentait, Oui, c'est vrai, que Brooklyn est devenu, pour nos spectateurs de ce voilà, soir qui ne vivent pas aux États-Unis, c'est vrai que Brooklyn est devenu le dernier lieu à la mode. Et aujourd'hui, dans certains quartiers, c'est même beaucoup plus cher que Manhattan. c'est plus cher. Il y a des gens qui disent que Brooklyn est aujourd'hui ce qu'était New York il y a une vingtaine d'années. Ce côté C'est vrai, un peu décalé, un peu déjanté, moins formel, plus village en vérité. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, j'ai eu ce choc et à lire tout ce que je lisais où les gens partaient à Brooklyn, les enfants de mes amis partaient à Brooklyn, mes amis même partaient à Brooklyn. Bon, moi, je suis pas partie, mais, euh, mais je trouvais ça assez fascinant et je me disais, ils sont en train de le détruire en fait. C'est pour ça que j'ai pensé à Brooklyn Ils sont Paradis. en Je me train suis dit, de le lisser, tu veux dire, c'est ça, d'en faire quelque chose. ce qu'on aimait à Brooklyn n'existe plus en fait. Moi, ce que j'aimais à Brooklyn n'existe plus aujourd'hui. Ce qu'ont aimé les gens à New York dans les années 80, Underground, comme Et ça. même tout début des années 90, moi je me souviens, on avait peur moi j'avais peur d'aller à Brooklyn parce que je me souviens avoir été dans un quartier, alors à l'époque je ne connaissais pas bien New York, mais on était j'étais chez des artistes, c'était des trucs, tu sortais du métro, tu rentrais tout de suite là où tu devais aller, tu ne traînais pas, quoi, tu vois, c'est même en plein jour, hein. Donc c'était il y a 25, un peu plus de 25 ans peut-être, mais donc ouais, fin des années 80, début des années 90, Brooklyn était encore dangereux. Mais les artistes déjà partaient de Manhattan parce que Soho devenait trop cher Bien déjà. sûr. Donc, en fait, c'est cette... Mais c'est bien en même temps, c'est l'évolution d'une ville, c'est l'évolution de ça. Donc, mais moi, je suis partie sur ce truc en me disant, mais tiens, je vais explorer un peu cette Un peu idée, la ville. comment on Alors, détruit un tu, quartier. tu es parti sur autre chose aussi, parce que Oui, tout commence avec un oui. canapé qui disparaît. Alors, c'est quoi ce canapé qui disparaît? C'est un tour produit ton imagination, c'est un fait divers qui t'a donné envie de rebondir et d'écrire une histoire. Il vient d'où ce canapé? C'est un fait divers. C'est un vrai fait divers. C'est un fait divers qui est arrivé. Alors, je vais Il te y a couper eu, 2 minutes, mais pendant que tu vas nous raconter le fait divers, tu vas aussi nous faire un petit résumé du livre pour qu'on puisse après rentrer dedans ensemble. alors, bon, c'est une bourgeoise qui s'appelle Courtney Burden, qui habite à Brooklyn, mais déjà à l'époque, c'était déjà assez chic. C'est le Brooklyn Heights, qui est juste de l'autre côté de la rivière quand on traverse de Manhattan. Et elle a un mari qui est dans la finance, évidemment. Bon, donc elle n'a pas de souci à se faire et tout ça, mais elle a une petite manie. Elle aime ramasser les objets dans la rue un peu. Elle pense qu'elle les sauve, voilà, et qu'elle les adopte. Et donc, un matin, à Brooklyn, très tôt, sur un parking, elle s'est un peu perdue de chez un client, il fait à peine jour. Elle voit un canapé sur un parking où elle se paume, donc elle, elle résiste pas. Et Alors, donc, elle grâce le canapé. s'approche, il est en cuir, tout ça. Donc, elle trouve des filles pas loin pour l'aider à le mettre dans sa voiture et elle s'en va avec. Ben, manque de peau, il appartient à des gens. Voilà, il n'était pas abandonné. Toute l'histoire va commencer avec ça. Voilà, on vous en dit pas plus. Et donc, ce canapé, cette histoire canapé, c'est un fait divers à la base, c'est ça? Un fait divers qui est arrivé à Manhattan. Il y a 10-15 ans, je ne me souviens plus, j'avais lu un petit filet, peut-être c'était même dans le New York Times, je crois, où des employés de la ville de New York avaient trouvé un canapé dans la rue. C'était, je pense que c'est dans le Upper West Side. Et ils l'ont pris, ramassé comme ils font toujours. Ils vont au New Jersey, c'est là où il y a la décharge. Ils le balancent dans la décharge et tout d'un coup, un nuage sort de ce canapé. Voilà. Et c'est tout. Je n'ai pas su la suite, vraiment. C'est Et un on peu vous en fait dit pas plus. dans l'oubli, qui est tombé dans l'oubli. On ne sait pas finalement à qui il appartenait, etc. Ah, on a pas su. Bah, écoute, il faut que tu mènes enquête. J'ai Euh, tiré dessus, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Alors, je rappelle quand même que ce titre, on va en parler assez longuement parce qu'il il est vraiment fantastique et ce livre est en vente donc, sur Rencontre des auteurs francophones et il sera dédicacé par tes soins à tous nos lecteurs aux États-Unis. J'aimerais qu'on revienne sur tes personnages. J'adorais tes personnages. Alors, d'abord, il y a Dan. Dan, c'est ton personnage qui n'est pas très, très, très cacheur. Est-ce que
certaines réactions masculines de Dan, on va dire, ont choqué par exemple des proches que tu as dans la communauté, ou est-ce que Dan, c'était un petit Non, rigolo? non, ma mère peut-être, c'est tout. Je pense que ma mère, ça l'a choquée un peu, ouais. Donc elle en parle pas trop. Elle aime mes autres livres, mais Brooklyn Paradis, elle en parle jamais. Je pense que c'est à cause de ça. C'est rigolo. Parce que Dan, en vérité, est un personnage extrêmement attachant. Je l'aime beaucoup, moi. Tu en as rencontré des Dan, des gens comme ça qui étaient un peu coincés dans un costume un petit peu trop grand pour eux? Non, je sais pas. Je sais pas d'où viennent les personnages des fois, mais peut-être c'est une combinaison de plusieurs personnes. Mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est quelqu'un de pur, en fait. Je trouve, hein. Peut-être je me trompe. Je trouve que c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un, en fait, qui résiste, qui est idéaliste, voilà. Voilà. C'est un idéaliste. Alors, ton personnage féminin, puisqu'on parlait justement de tes polars où la femme a une place importante, donc ton personnage féminin est une bourgeoise qui s'ennuie un peu dans la vie, il faut être honnête, elle a eu un métier, elle essaie de reprendre un métier, elle est excentrique, et c'est ça qui est un peu sympa. Est-ce que tu l'as construit, ce personnage de l'américaine un peu excentrique comme ça, à l'image de l'américaine qui a souvent comme ça des facettes multiples et qui nous surprend parfois? Oui, oui, et puis c'est là j'ai des modèles hein, ici. J'ai pas mal de modèles, mais le principal, son principal trait de caractère finalement, c'est l'obsession. Elle a une obsession elle peut pas résister. C'est presque de la maladie. Hein. Et Oui, donc, c'est très drôle, quitte à se battre dans la rue pour oui, oui, un c'est pas tableau qu'on vrai. y piquerait avec quelques secondes qui précèdent son arrivée. Ouais, un truc qui est même pas à elle, quoi. Mais ça lui appartient pas. Mais bon, à partir du moment où elle l'a vu, qu'elle a mis la main dessus, c'est à elle, quoi. Mais moi, j'ai vu une scène comme ça, je vais vous raconter. J'ai vu une scène comme ça, parce que j'ai fait, je sais pas si tu as connu le garage à New York, qui était une brocante, tu as dû connaître, parce que tous les Français y vont. Non, tu n'as pas eu le temps. Peut-être ça existait déjà plus, bon. Ouais. Mais j'ai vendu des choses là, moi, j'ai fait de la brocante pas mal. Et à New York. Et un jour, j'avais un tableau que j'avais ramené de France, une grande peinture, etc. Il y avait 3 hommes qui avaient la main dessus. 3. Ils ont mis la main dessus, ils le voulaient tous les 3. Voilà. Et donc, c'était la discussion. Moi, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, ils se débrouillent. Débrouillez-vous. Tu vois, je laisse tomber. Bon, ça s'est fini bien, mais ça s'est bien fini. Mais en fait, ils avaient la main dessus, ils ne lâchaient plus le truc et ils ont argumenté entre eux pour savoir qui allait Waouh. acheter cette peinture. C'était 3 marchands. Hein. Ouais, c'est souvent comme ça. Et c'est ça qui m'a donné un peu l'idée pour cette scène auquel tu fais référence, j'imagine, dans la Bon, rue. j'espère que tu as vendu au plus offrant finalement. Oui, C'est comme ça moi que ça se passe c'était. ici. Mais Alors, pour revenir sur le personnage, qui sont tes personnages? Est-ce qu'ils existent plus ou moins dans la vraie vie, ou est-ce qu'ils sortent vraiment de ton imagination? Tu n'as aucune idée d'où ils viennent, tu serais incapable de mettre même les débuts d'annonce sur l'un d'eux. sont des mélanges de choses que j'ai vues, mais par exemple, ce qui est dans Brooklyn, il y a un truc qui m'a donné la clé pour trouver les personnages, c'est les accents. Parce que tu as dû Ah oui, remarquer intéressant. parce que des gens viennent De partout. de New York, c'est vraiment la ville où tout le monde a un accent finalement. Et si tu n'as pas d'accent, tu n'es pas new-yorkais finalement. Enfin, il y a un truc comme ça à New York. Et donc, tout le monde a un accent. On peut même reconnaître quelqu'un qui vient de Brooklyn. On sait qu'il a grandi à Brooklyn ou elle a grandi dans les Queens. Il y a des accents spécifiques. Et donc, la clé pour moi de trouver ces personnages, c'était de leur donner un accent de départ. Et avec ça, je pouvais faire du comique aussi. Enfin, faire rire aussi. Ça fait rire les accents. Oui, oui, ton livre, d'ailleurs, quand je parle de livre noir, c'est absolument pas noir, c'est tout à fait le contraire. On a un vrai plaisir à lire ce livre. Et voilà, même pour des gens qui ne lisent pas de policiers, il y a un réel plaisir à lire ton livre. Alors, quand on le voit là, comme ça, sur l'écran, très lisse, on a un peu du mal à s'imaginer que c'est l'auteur de passages un peu crus, un Ouais. peu sexué parfois. Mais alors, ce n'est jamais vulgaire, c'est juste extrêmement croustillant. C'est toi ou c'est l'auteur? Est-ce que tu es du genre, par exemple, à raconter des histoires de mecs à dîner entre copains? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout.
C'est l'auteur, c'est pas moi. Non, non, moi je raconte jamais d'histoire de. Non, Salas, non, c'est pas mon Des genre. histoires de mecs. C'est pas mon genre. Mais j'observe les hommes, je les observe beaucoup. Et moi, ils m'amusent, hein, je les trouve ridicules. Je vais te dire un truc, les hommes, je les trouve assez ridicules parce qu'ils sont On assez. va se faire des amis ce soir. Non, mais surtout ce genre d'homme-là, parce qu'il y a, ça ne peut pas généraliser sur tous les hommes, mais ce genre d'homme un peu de la rue, un peu de ce genre comment dire, de Des gangsters, machos, des quoi, ouais. de durs, les durs, quoi, les durs à cuire, ils sont toujours un petit peu ridicules quand même. Mais est-ce que ça veut dire que quand tu écris là dans Brooklyn, tu te mets presque dans la peau d'un auteur masculin pour trouver les bons mots, les repères La façon dont les hommes parlent, c'est différent. Hein. On mm. ne voit pas les mêmes. Ils sont plus. Enfin, le langage masculin, il est différent hein, dans la façon de parler. Moi. Surtout ce milieu-là, en fait, ça dépend des milieux. Hein. Mais et c'est aussi, moi j'ai des références en. Je me suis amusée à faire, à mixer un peu. Alors mes références en français, tu l'as cité, hein, c'est, tu l'as cité, comment Antonio, Saint-Antonio. Ouais, ouais, Je les ai lus il y a très longtemps, hein, parce que ouais, c'est drôle. Moi aussi. j'en ai relu un. Après avoir écrit ça, j'en ai quand même relu un, en me disant, tiens, je vais aller voir quand même. Il est extraordinaire au niveau du langage. Moi, j'étais sidérée. Il faut être bilingue presque. Hein. Tu arrives à comprendre, mais c'est une autre langue. Ah oui, on est même au-delà de Audiard, parce que je pensais à Audiard un peu. Et Audiard, voilà. Et j'adore Michel Audiard, parce que moi, je suis une grande cinéphile, et donc j'ai vu tous ses films. Et tous les films de Tarantino aussi. Enfin, je suis une grande cinéphile. Hein. Et donc, je me suis inspirée de cette façon de construire des dialogues, qui en fait, c'est pas naturel. Hein. Écoute, c'était ma question de départ, maintenant on le sait. C'est construit, et puis je me suis amusée aussi à traduire des expressions en anglais qui en fait n'existent pas en France. Alors j'ai fait des mélanges bizarres et ça donne des trucs assez marrants. Ah ouais, c'est vrai, ça donne des choses très très drôles. Alors, d'où est venue cette envie d'écrire des polars? On va revenir un peu sur ce que tu as fait avant. Voilà, c'était 4 premiers polars que tu as regroupés dans cette intégrale. Pourquoi un jour tu t'es levé un matin et tu t'es dit tiens, j'écrirais bien un polar? Parce qu'en fait, au départ, c'était une maison d'édition qui n'est plus, malheureusement, où il y avait un directeur de collection qui voulait faire des séries comme ça. Et en fait, j'ai proposé cette idée de le premier tome, en fait. Et il l'a pris. Et donc, du coup, je suis partie dans du polar parce que je me suis dit, bon, une série, je vais pas faire. J'avais fait une série psy avant, mais c'était pas le genre de la maison à l'époque. Et ça veut dire que tu as commencé en sachant parfaitement bien qu'il y aurait une, deux, trois, enfin 4 pour le coup suite. Oui, même 5 peut-être. Je ne savais pas trop s'il y en aurait 5 ou 4 ou un peu plus. Je me suis arrêtée à 4 parce que c'est fatigant, parce qu'il y a beaucoup d'énergie et après 4, j'étais crevée. Oui, je te crois. Alors, moi, j'évoquais Colombo tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des séries télé qui t'ont marqué et qui t'ont aidé à travailler ce roman? Les séries. Bah, moi, j'aime bien l'humour, alors je ne peux pas dire de. Bah, j'avais vu, mais c'est vachement. Parce que c'est quand même très très visuel. On les voit tes personnages, on les voit, on a vraiment l'impression de suivre une série télé. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si tu avais été inspiré par des séries, que ça soit dans ta jeunesse. Alors, les Steinfeld, je les ai tous vus hein, pendant des années. Là. Parce que c'est extrêmement bien écrit. D'abord, c'est très drôle, c'est New York, tout ça, mais c'est surtout très, très bien construit. Évidemment, j'avais vu The Sopranos, ça, je l'ai vu, évidemment. Mais bon, les Sopranos, c'est beaucoup plus sérieux. Oui, bon, c'est peut-être un petit mélange de tout, alors, finalement. Super bien. Et au niveau, en fait, c'est pas de la copie, je peux dire ce que j'ai vu à la télévision, mais NYPD Blue, j'en ai vu pas mal aussi de ça, que j'aimais bien, mais c'est pas très drôle, mais alors donc au niveau littérature, donc ça Anthony t'a inspiré.
d'autres choses qui t'ont inspiré et qui t'ont aidé à construire ce roman. D'ailleurs, ces romans, parce que le tout nouveau, c'est aussi un roman noir. Des lectures, des auteurs particuliers, des auteurs français, américains. Il y a un auteur que je cite toujours, que j'aime beaucoup, c'est Ed McBain, parce qu'il y a beaucoup d'humour. En fait, moi, j'aime les polars avec de l'humour. Le polar, si tu veux, le polar classique m'intéresse pas trop, hein. J'aime qu'il y ait de l'humour dedans, sinon je vois pas trop le... Je pense que moi, c'est ce qui m'a séduit, tu vois. Non, mais n'étant pas une lectrice de polar, je pense que c'est effectivement ce qui m'a séduit, toute cette humour, les personnages complètement décalés, complètement fêlés. Oui, voilà, moi j'aime bien. Là, tiens, il y a une série que j'ai vue, là, qui est nouvelle, donc, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Family Business. T'as pas vu ça? Tu as vu Oui. ça sur Alors, Netflix? j'ai bien aimé la première saison, j'ai trouvé la deuxième est ratée. Mais enfin, Ah, j'ai pas vu. nous en dit, oui, la deuxième. J'aime beaucoup parce que c'est complètement barjot, c'est barré. Moi, j'adore quand c'est barré, quoi. Alors, justement, puisque c'est barré, beaucoup d'auteurs disent qu'ils ont commencé très jeunes à écrire, souvent avec des poèmes à l'âge des premiers cours de récré. Est-ce que tu as commencé très jeune? Est-ce qu'aujourd'hui, l'écriture, c'est une thérapie, c'est une joie, c'est une profession? Voilà. D'où vient l'écriture chez toi et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Pour la thérapie, pour la thérapie, je sais pas. Plus j'écris des trucs complètement barrés. Donc ça marche. Donc, je suis pas sûre. Oui, mais bon, comme tout le monde, j'ai écrit la poésie à l'adolescence. Avant, non, non, non. À l'adolescence, j'écrivais des poèmes, oui, bon. Et est-ce que tu t'es dit, ce que tu as fait depuis l'âge de, comme tu dis, l'adolescence, des essais où tu dis, j'ai essayé de finir un roman, et puis pendant des années, tu as essayé, et puis bon, jusqu'au Non, jour où. non, Non, je n'étais pas intéressée par le roman, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai écrit des séries pour commencer. Le roman ne m'intéressait pas, mais il ne m'intéresse toujours pas trop. Je trouve c'est que dommage. Non, mais je trouve que la forme du roman, il faudrait un peu qu'on la réinvente, voilà. Et bon, je ne sais pas si je vais y arriver, donc voilà, ça m'intéresse. Tu vois, disons que se dire qu'il faut réinventer le roman, mais on n'est pas sûr d'y arriver, c'est voilà. C'est Donc, un sacré challenge, en tout cas, écoute. j'hésite à Tu, me lancer. tu vas pas t'ennuyer pour les prochaines décennies. Voilà. Euh, Mais, alors j'ai une question aussi toute naturelle. Est-ce que toi aussi, tu es du genre à faire les poubelles, comme ton héroïne? eh bien, écoute, Ah oui. je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais dit, je le fais plus, hein. Faut dire, les poubelles sont beaucoup moins intéressantes, hein. Ça m'arrive de regarder un petit peu de temps en temps, je regarde. Non, il n'y a plus rien. Mais je les ai fait et j'ai grandi. En fait, mes parents avaient un ami et il est mort récemment et j'ai envoyé un petit mot à sa femme et ses filles. Et en fait, je me souviens de lui pour ça. Et alors, lui, il faisait les poubelles et toute leur maison était entièrement, mais je parle des années 70, hein, Mm. leur maison Oui, était c'était les marchés aux puces. C'était aussi des marchés aux puces différents en France. Et toute leur maison était décorée et moi j'adorais aller chez eux, je trouvais que c'était génial. Et donc c'est marrant parce que je leur ai rappelé ça que voilà, c'est ce que je me souviens de lui. Donc elles ont ri en même temps, c'était triste et en même temps elles ont ri. Ouais. Oui, donc Donc, tu as fait un petit peu. j'ai eu des bons modèles pour ça, voilà, on va dire. C'est une école. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu as fait avant ce roman. Si je dis pas de bêtises, première parution en 2012, mais pour toi, ça a vraiment commencé en 2013 avec justement Lacan et la boîte à mouchoirs. Ouais, alors Tu vas j'ai nous montrer ça, j'ai qui vu est la saison 3 ici, mais maintenant il en existe intégrale. regroupé en intégrale. Et bah ça, alors j'ai des lectrices qui adorent, hein. Alors, il y a de Oui, l'humour. ça c'est parce que ce que j'ai été dire là aussi, tu es sur un livre psy, mais bourré d'humour. Oui, 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 Je crois que c'est une trilogie aussi, c'est ça? oui, il y en avait 3 là. Ouais, j'étais Et un peu. c'est une trilogie qui a rencontré son public et ça t'a un peu surpris parce que quand on lance son premier livre, c'est toujours compliqué d'aller à la rencontre de son public, de Pierre, mais je crois même qu'il est arrivé en très très bonne place sur Amazon, c'est ça? Oui, oui, il était dans les 12 premières ventes pendant 3 Tu te mois, rends tout compte? l'été 2013 sur Amazon. C'était assez surprenant, d'autant plus que en France, la psychanalyse à l'époque, parce que ça, voilà, maintenant on parle d'il y a 7 ans, à l'époque, la psychanalyse en France, c'était pas
très répandue. Enfin, les gens vont chez les thérapeutes, c'est les thérapeutes, j'espère pour eux. Mais Mais ils n'en parlaient pas pour autant ouvertement. non, par Ça exemple, restait un petit peu tabou. moi, je disais oui, oui, j'en ai parlé à mon psy et les gens me regardaient un peu quand même. J'osais dire que j'avais un psy, et, voilà, donc j'étais un peu décalée là. Mais... D'ailleurs, je crois que cette trilogie, tu l'as écrit un peu aussi comme une série télévisée. Même chose, oui, oui, j'étais partie sur... Parce que je voulais pas écrire des romans, voilà. Alors, je me suis dit, bon, en fait, au départ, c'était une nouvelle. Hein. J'avais écrit une nouvelle, avec une séance de psy, voilà, en nouvelle. Et puis ça a plu, donc j'ai continué, et puis j'ai continué. Et en fait, j'écrivais une séance par mois, et à la fin de... Au bout d'un moment, je les regroupais ensemble en un livre papier, voilà. Mais en fait, c'était numérique au départ. Alors, d'où est C'était venue une l'idée aventure. Ouais. de placer tes personnages dans un cabinet de psy c'est quoi? C'est une autopsie de la folie ordinaire? C'est quoi? Ouais, non, c'était... j'ai trouvé... Parce que je trouve que c'est passionnant. Tu es en face de quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Et pourtant, je sais pas. Et des fois, tu te dis, tu n'as jamais bu un café avec cette personne. Tu connais pas vraiment sa vie. De temps en temps, moi, je posais des questions. Bon, tu vois, mais bon, tu sais très bien que il y a des livres, il faut respecter il y a des choses à respecter. Le Donc, jardin secret. voilà. Et moi, ce psy-là, je ne le vois plus. Et il me manque. Hein, je pense à lui et tout ça, mais je sais très bien que c'est pas de cet ordre-là. Mais c'est quand même exceptionnel. Tu t'attaches à quelqu'un que tu connais absolument pas, en fait. Il te connaît, toi, parce que tu racontes beaucoup de choses, mais tu ne connais pas cette Oui, personne. C'est facile. de te livrer comme ça et de te délivrer, finalement, oui, ça entretient un lien tout à fait particulier. Ouais. C'est ce que tu as voulu traduire un peu. Oui, oui, enfin, je voulais un peu m'amuser aussi parce que mon personnage, c'est une New-Yorkaise qui arrive en France. Évidemment, elle allait se marier avec un Français et ça ne marche pas. Et donc, la première chose qu'elle fait, comme elle est new-yorkaise, elle va voir un Non, psy pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle rentre tout de suite à New York ou est-ce qu'elle essaye sa vie à Paris, voilà. Et, et donc, qui est intéressant, c'est aussi la différence de culture, parce qu'elle est new-yorkaise, et aussi le fait que le psy est un lacanien et elle ne sait pas ce que c'est qu'un lacanien, voilà, elle ne connaissait pas Lacan. Et il y a une boîte de mouchoirs et elle est un peu obsessive. En fait, j'ai beaucoup de personnages qui sont obsessifs, obsessionnel, oui. obsessionnels. Et, et donc, cette boîte de mouchoirs, c'est un peu le centre de toute toute son anxiété, on va dire. Voilà. Toute son anxiété passe par la boîte de mouchoirs. Voilà. D'où le titre. Alors, là, tu disais encore, c'est un livre bourré d'humour. En vérité, c'est le fil rouge un peu de tes livres, c'est cet humour, cette dérision. Toi, tu es comme ça dans la vie? Mais non, Pas du tout. bon, je peux faire rire les gens, je peux faire rire les gens quand même, mais je ne suis pas si drôle que ça. Par contre, j'aime l'humour. Je ris facilement, je suis un très bon public. Hein. Mais à l'oral, produire de l'humour, c'est pas trop. Je suis pas assez rapide, mais j'arrive à l'écrit en fait. Et je me suis surprise parce que mon nouveau roman, des fois, je me rends pas compte que je suis drôle en fait, et surtout en écrivant. Mon roman Renouveau pour un proscrit, il y a beaucoup qui disent que c'est de l'humour, que c'est drôle. Et Bah, écoute, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Tu vas nous en parler un peu d'ailleurs. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Est-ce que tu nous racontes un peu, un peu le résumé de ce livre? Alors, c'est un jeune homme dans les années. Ça se passe en 1973. C'est un jeune homme qui a des parents qui sont brocanteurs à Opus, ce qui est important pour toute l'histoire et les différentes strates de l'histoire, en fait. Et il va être embarqué dans un. Alors, il n'est pas très bon à l'école, il quitte l'école, bon, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Il est assez feignant, il n'est pas du tout politisé comme pas mal de jeunes à cette époque pouvaient être politisés. Et il est amoureux d'une étudiante qui est politisée, elle, et qui est étudiante. Euh, et, et il va être embarqué par un garçon plus âgé que lui, qui a presque 30 ans, qui l'a rencontré au puce, qui collectionne. Et il va être embarqué dans une histoire abracadabrante qui est le vol d'un cercueil dans un cimetière.
commence bien. d'un personnage, d'un personnage célèbre. Alors, je ne dis pas le personnage parce que beaucoup de lecteurs m'ont dit c'est bien d'avoir la surprise. Alors, je Très ne peux bien. pas dire qui c'est. Je n'ose te demander si c'est encore un fait divers existant. Un fait divers qui a existé, oui. Oui, mais je Alors, m'inscris. J'adore les faits divers, j'en lis énormément. C'est ma lecture favorite, sont les faits divers. d'ailleurs, je vous conseille les blogs de rencontre des auteurs francophones parce que Chris a fait justement un très joli papier sur l'inspiration, justement à base de faits divers. Donc, tout ce qu'elle nous raconte ce soir, elle nous l'a bien détaillé dans un très joli papier. Alors, tu es aujourd'hui en auto-édition. J'ai encore un livre chez un éditeur. D'accord. Oui, oui. Et alors, pourquoi être parti en auto-édition? C'est-à-dire que quand j'ai fait Lacan, comme j'improvisais tous les mois, je ne pouvais pas trouver un éditeur avec ce genre de formule. Et à l'époque, les éditeurs ne faisaient pas de séries. Maintenant, ils en font. Mais à l'époque, les éditeurs français ne faisaient pas de séries. Donc, je me suis dit, bah, je vais le publier sur Amazon. Comme j'avais déjà publié un recueil de nouvelles, deux même. Il y en a un que j'ai supprimé, mais ce n'est pas très bon. Et donc, je me suis lancée comme ça, en me disant, ben, on verra bien. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé un éditeur qui me conviennent. Je le dis Non, non, mais c'est une problématique que nous avons souvent, les auto-édités. Comment dire, je sais pas, humblement. Mais je ne trouve pas l'éditeur qui me convienne avec l'univers que j'ai. J'ai l'impression que ça les... Alors, j'ai des bons contacts avec le dernier roman. Là, j'ai eu des bons contacts avec certains éditeurs, mais j'ai pas l'impression que mon univers les... Je sais pas, peut-être que c'est un peu trop barré, j'en sais rien. Aussi être extrêmement satisfaite en auto-édition et poursuivre oui. ça. Je veux dire, aujourd'hui, Oui, c'est une vraie force. Ton roman marche très bien, là. J'ai vu ça, il marche très bien, ton roman. Celui avec les pois roses, La valise. comment il s'appelle? Oui, écoute, j'ai de la chance. Comme toi, j'ai rencontré mes lecteurs. Moi, j'aimerais qu'on parle de toi. Comment s'appelle ton roman avec Le premier s'appelle La valise noire à Neurose. La valise noire à pois noir, à pois rose. À Neurose. À Neurose, ok. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Oui. Alors, moi, j'ai pas bien compris. Tu es franco-américaine. Ta vie a démarré où? Tu vis où? Alors, aujourd'hui, tu vis à New York, mais est-ce que tu vis toute l'année à New York? Parle-nous un peu de ton parcours personnel entre la France et les États-Unis. Alors, moi, je suis française au départ. J'ai grandi en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais je suis partie aux États-Unis dans les années 80, au début des années 90. Et j'ai fini par m'installer à New York. Et je me considère assez américaine. Je suis devenue américaine. Et je me considère américaine parce qu'en fait, la plus grosse partie de ma vie d'adulte, je l'ai passée aux États-Unis. Non, c'est une question que j'allais te poser justement. Comment tu te considères? Parce que tu passes quand même, enfin, surtout ces dernières années, je crois, beaucoup de temps en France. Est-ce que quand tu reviens en France, tu te sens toujours américaine ou juste, enfin, l'environnement fait que tu retrouves tes repères, ta culture, tes racines? Je me sens toujours un peu étrangère un peu partout. Donc c'est plutôt citoyen du monde. C'était plutôt une bonne solution pour moi de vivre ailleurs, puisque même en France, je me suis toujours un peu sentie étrangère. Mais ça doit être un état, c'est un état mental, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est familial? Est-ce que tes racines viennent déjà de l'étranger et font en sorte que... Oui, parce que j'ai des... Enfin bon, ça remonte. Enfin, j'ai des grands-parents et arrière-grands-parents qui sont pas des deux côtés, qui sont pas français au départ, mais qui sont venus en France. Mais je crois que c'est... Je sais pas d'où ça vient. Ça vient de... J'en sais rien. J'ai toujours senti... Alors, j'ai beaucoup déménagé. Peut-être que là d'où ça peut venir aussi, c'est que dans mon enfance, j'ai énormément déménagé. Un peu partout. Ma mère aimait bien déménager. Tu sais, je pourrais faire un roman sur une femme qui déménage tout le temps. Tu pourras m'inclure parce que j'en ai fait pas mal aussi. Tu Voilà. sais que l'Américain déménage en moyenne 26 fois dans sa vie. Et le Oui, Français, 3 ou 4, je crois. Donc, je pense que j'ai atteint ce chiffre. Et donc peut-être que ça vient de là, quand tu n'es pas enraciné quelque part, même dans une école, dans un quartier, dans une famille, tu vois, avec des voisins, tout ça, peut-être que tu te sens un peu étranger tout le temps. Voilà, donc, la valise à la main. Moi, j'aimerais revenir sur ta formation parce que tu as une formation d'écriture de scénario à la base.
Ouais. Je pense qu'on le sent vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que quand on lisait ton livre, on avait l'impression d'être dans une série télé, donc je pense que ça joue. Tu écris toujours les scénarios ou Non, c'est parce une que vieille histoire? j'ai pas le temps. Mais j'en ai écrit, j'ai fait, tu sais, j'ai fait des cours ici à New York, hein, que j'aimais bien d'ailleurs. J'avais un prof super, j'aimais vraiment bien lui, hein. Je ne sais pas ce qu'il devient, mais super prof. Et c'est passionnant, hein, le scénario, c'est passionnant. Il faut être efficace. Mais le roman, c'est différent. Mais tu crois pas que ça a modelé un peu ton écriture aussi? Ce Oui. côté comme ça de scène, Mais c'est aussi parce très que belle. ouais, mais c'est aussi parce que je suis cinéphile au départ. Depuis l'enfance, je regarde les films. Depuis l'enfance, j'adore le cinéma, hein. Alors, J'ai passé mon adolescence à voir tous les films en noir et blanc. Toi, je les ai tous vus, quoi. écoute, on fera une Il émission m'en reste, spéciale. il m'en reste plus à voir. J'ai une auteure fantastique qui a écrit un livre sur l'Imal et l'Amérique, dont on parlera Ah, d'ici ouais, quelques semaines. ouais. Et elle a d'excellentes critiques justement en Ça me France. donne envie Donc, de le lire. Ouais. ah ouais, c'est très, 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 très bon livre de référence. Pauline Gage, on en parlera avec elle. Alors, ce que tu fais aussi, ce sont des ateliers d'écriture. Ça, c'est quoi? C'est des choses que tu fais en France ou tu les fais aussi ici? Oui, alors j'ai fait plutôt en France. Ici, j'en ai fait parce que tu sais, j'étais professeure de français à New York. Je ne savais pas, donc tu De m'as pas rien. tout raconté. Et je faisais un peu des petits ateliers sympas. Je les emmenais voir. J'avais un atelier, tu sais, élective, ce qu'on appelle élective ici, où c'est plutôt culturel. Et donc, Mhm. j'en profitais pour leur faire découvrir plein de choses, dont le cinéma, la cuisine, le théâtre, français, tout ça. Francophone même. Donc, j'en étais. Donc, Et tu es partie sur, donc, sur j'ai fait des petits l'idée de faire des ateliers ateliers. déjà. Et puis avec eux, et puis en France, j'ai fait des ateliers avec une association qui s'appelle Tu connais la nouvelle, qui était vraiment, j'aime beaucoup. C'est en fait, il n'y a pas beaucoup d'associations qui font ce genre de travail en France et c'est dommage. Sinon, j'en ferais plus Mhm. d'ateliers, mais j'ai adoré et je pense que les gens qui participaient ont aimé aussi. Et certains sont devenus auteurs, hein, Ah donc je suis oui, contente. Ouais. bravo, bravo. Oui, Tu un les as bien, auteur. tu les as bien aidés à, parce que c'est ça que Jean Casalis qui publie, il est en maison d'édition, mais je pense qu'il avait fait un roman en auto-édition, mais depuis il est en maison d'édition. Et lui, il était dans un de mes ateliers et je suis très contente voilà, de voir qu'il a été plus loin parce que je trouvais que ce qu'il faisait était vraiment bien. écoute, je trouve que c'est vraiment une super fierté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire et qui sont souvent coincés parce que soit l'estime de soi, soit l'impression de ne pas y arriver. Donc, c'est vrai que là, les ateliers, moi, on a des auteurs, de rencontres des auteurs francophones qui se sont posés des questions et c'est grâce à des ateliers d'écriture qu'ils ont été plus loin et qui, voilà, et je pense à Mathieu Cazot qui aujourd'hui sort son 5e roman. Voilà, il s'est aussi posé la question à un moment de savoir s'il pouvait y aller ou pas. Donc Et moi, bien. je continue à moi-même pas à animer les ateliers, mais à faire des ateliers. Et, mais c'est très spécifique hein, ce que je fais. Moi, je peux parler de lui parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Emmanuel Bing. Alors peut-être que vous connaissez le nom Bing parce que elle était très connue. Sa mère, comment c'était son prénom? Elisabeth Bing. Oui. Elle était très connue en France. C'est une des pionnières des ateliers d'écriture avec François Bon et puis quelques autres. Virginie Lou Noni aussi, c'est les 3 gros pionniers, mais je pense que Elisabeth Bing, elle est même, elle précède les 2 autres. Et il continue dans cette tradition et c'est quelqu'un, si vous voulez travailler sur quelque chose de très spécifique dans l'écriture, qui à la fois, c'est vraiment du roman, il ne vous apprend pas à écrire, c'est pas des formules, hein, mais quand Oui, ça ne vous marche cherchez pas. quelque chose que vous voulez, que vous n'arrivez pas à contourner, ou voilà, il est extraordinaire. Voilà, moi, je fais une fois par an, au moins, je fais un atelier avec lui. Et j'aime vraiment beaucoup la personne et l'animateur d'atelier, il est extraordinaire. Voilà. Bah, écoute, le message est passé. En tout cas, si des gens qui nous écoutent ont envie de s'y coller, ils t'enverront un petit message pour avoir les coordonnées. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans les différentes interviews que j'ai lues de toi, c'est que tu as toujours défendu le e-book. Pour toi, ça a vraiment changé le monde de l'édition. Ça,
Ça va favoriser simplement la lecture chez certains. Puis, tu dis aussi que c'est une autre façon pour le lecteur de lire. C'est un autre regard sur le livre. Donc, j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Puis après, j'aimerais que tu me dises comment toi tu lis. Est-ce que tu lis en papier ou est-ce que tu lis, je vois des livres derrière, mais est-ce que tu lis en papier ou est-ce que tu lis plus, plus facilement sur Kindle, enfin en e-book? Alors, l'e-book, oui, bah, l'e-book, ça a démocratisé non seulement la lecture, mais l'écriture, en fait. Moi, ce que je trouve assez fascinant dans cette révolution, c'est qu'après avoir eu la révolution de la lecture, où tout le monde a appris à lire finalement, la deuxième révolution, c'est que tout le monde, peut-être pas tout le monde, parce que c'est quand même, mais tout le monde va pouvoir écrire. Mais je dis Mais pas que alors, hein. tu parles plus de l'auto-édition que de... Même de l'édition, parce que les éditeurs aujourd'hui publient les romans Oui, qui sont au même niveau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence, que ce soit la littérature de genre. Dans la littérature de genre, par exemple, on voit les auto-édités à succès qui passent en maison d'édition. On voit les auteurs en maison d'édition qui ont du succès et qui publient sous d'autres noms en auto-édition. On oui, voit tu as raison qu'il y a de plus en plus de livres qui ont bien marché en auto-édition, qui sont rachetés, enfin les droits sont rachetés par des grosses maisons. Là, j'ai vu que la presse de la Cité a racheté justement un titre et pour en faire un succès de librairie. Donc, voilà, donc on c'est voit chouette parce que ouais, c'est vrai que c'est un moment, il y avait vraiment un tel fossé entre l'auto-édition et l'édition qui ne se comprenaient pas du tout. Bah, je trouve que c'est en train ça de navigue, un ça peu. navigue et on ne se rend pas compte parce que beaucoup d'auteurs qui sont en maison d'édition publient sous des faux noms. Donc on ne sait pas qui ils sont, mais en réalité, il y en a pas mal, à mon avis, qui sont des auteurs connus. Oui, alors après, tu as aussi des auteurs comme Marco Coscas, qui fait aussi partie de Rencontre des auteurs francophones. Marco Coscas, il a écrit, je crois, Oui, 14 livres en maison d'édition, donc chez Fayard, tu vois. Et puis, bah, le dernier livre n'a pas été pris, bah, il a décidé de partir pour la première fois de sa vie, à, je sais pas, à 60 balais en auto-édition. Il avait été retenu pour le prix Renaudot 2018. Ça avait fait un scandale parce qu'on avait quoi un auto-édité dans le prix Renaudot. Donc, il en est sorti. Enfin, il en est sorti. On l'a mis dehors. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des passerelles entre les uns et les autres. voilà, il y a des passerelles. Et puis bon, c'est une histoire d'auteur. Finalement, si ce que tu écris plaît au public, plaît à plus de gens, bah, tant mieux. Je veux dire, pourquoi ça devrait être. Pourquoi devrait y avoir une barrière? De toute façon, je vais te dire clairement, c'est toujours ce que je dis, en auto-édition, euh, il y a très très peu d'auteurs auto-édités enfin, voilà, qui arrivent à vendre bien. C'est parce que la sélection, ce sont les lecteurs qui la font. Hein. Donc, Voilà. Au final, c'est. oui. Ouais. Donc c'est vrai que le discours de dire qu'en auto-édité on a tout, oui c'est vrai on a tout, mais ils ne sortiront de là que ceux qui arrivent à À voilà, séduire. avoir à séduire leur lectorat, exactement. Alors, puisqu'on parle de ça, est-ce qu'on gagne sa vie quand on écrit? Parce que toi, pour le coup, tu fais des salons, tu fais beaucoup de signatures, bah, tu es une auteure Et qui bosse beaucoup. Donc, est-ce que ça te suffit à gagner ta vie? ça pourrait, mais là, bah, depuis un an, non. Mais oui, 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 en auto-édition, si tu, tous les week-ends, tu vends tes livres tous les week-ends en papier et puis en numérique, etc., bien sûr, tu vas pas gagner des fortunes, mais tu peux gagner le SMIC, oui. C'est possible, c'est ça qui est assez étrange. Oui, parce que Alors, d'un autre côté, tu vois des auteurs, je sais plus ce que je disais la dernière fois, un auteur qui avait gagné un prix, je sais plus si c'était un concours, c'était un concours, et j'ai vu qu'il était toujours prof, quoi, parce que même en ayant vendu plusieurs centaines de milliers de livres, ça ne lui suffisait pas à ouais. vivre. Mais ceci dit, c'est très difficile de gagner sa vie en tant qu'auteur. Souvent, on a d'autres activités. Bon, moi, je donnais des ateliers d'écriture. On a des boulots complémentaires. Mais bon, Enfin, maintenant, j'imagine c'est un boulot, hein. Maintenant, j'imagine que tu as hâte de reprendre tes signatures, tes oui, salons, ta rencontre avec les lecteurs. Parce oui, que je parce crois qu'en que plus, moi, j'aime ça. Il y a deux choses que j'aime dans être auteur, c'est les signatures. Alors, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui n'aiment pas ça. Moi, j'adore.
parce que j'aime le contact avec le Non, public. moi aussi, je trouve ça génial. Ouais. J'aime discuter, comme ça j'ai vraiment un sens de qui lit mes livres et qui aime mes livres. Ils ont des visages en fait, moi j'aime bien ça. J'aime connaître le visage de mes lecteurs. Et puis qu'est-ce que c'est l'autre chose? Bah, écrire, oui. Enfin, c'est fatigant, hein, mais écrire, oui. Enfin, en ce moment, j'écris pas, mais, mais bon, quand je suis Il y a des dedans, moments. j'aime bien. Quand je suis vraiment dedans, quand je commence à être plongée dans un projet, oui, j'aime être dedans. Ouais. J'aimerais juste revenir 2 minutes sur tes inspirations. Tu nous as parlé de certains auteurs et de certains genres de livres. Euh, les polars américains t'inspirent, t'ont inspiré. Je trouve qu'on retrouve quand même certaines choses d'auteurs américains ou non, pas du tout. C'est Je sais pas. Non, parce que j'en ai pas lu tellement des ouais. polars américains, en fait. Apparaître Mad Ben que j'ai lu plusieurs fois. Je lis de tout. Ce problème, c'est que je lis de tout, 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 tout. Moi, je Et suis tu ne pas. lis tu ne lis en français ou tu t'essayes et quand Je lis tu lis en anglais, en français, je lis dans les deux langues. Et vraiment, là, il y a des auteurs, je les lirai qu'en anglais. J'ai pas du tout envie de les lire en français s'ils sont anglophones. Euh, non, et en ce moment, je lis beaucoup plus en anglais parce que je suis ici. Enfin, quand je suis à New York, je lis plus en anglais. Et quand je suis en France, j'essaye de lire plus en français. Voilà. alors, Donc, on va bientôt terminer ce podcast, déjà 45 minutes qu'on parle. Hein. Donc, j'aimerais rappeler juste que donc, les 2 derniers livres, donc celui qui vient tout juste de sortir, Road Movie pour un proscrit, et puis Brooklyn Paradise, donc l'intégrale. Vous les trouvez donc sur Rencontre des auteurs francophones. Vous pouvez les commander, ils partent le jour même et ils seront dédicacés. Hein, et donc, je me voilà, ferai un plaisir de les dédicacer pour qui les achètera. Voilà. exactement. Alors, avant de partir, un petit questionnaire de Proust, j'aime bien ça. Donc, tu lis quoi en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, je lis un truc obscur. Vous allez rire. Je lis un truc qui s'appelle Campagnero. Je ne l'ai pas là parce que c'est même une photocopie. C'est un livre très rare. Ah oui. C'est un livre qui a été écrit par James Sexton, qui est un anthropologue, tu vois, mais et qui est sur le Guatemala. C'est un paysan guatémalais dans les hautes montagnes. Et c'est son journal. C'est un journal dans les années fin des années 70, début des années 80. Mais je lisais autre chose avant ça. Et aussi, j'ai fini Sapiens, Ah, que j'ai de la beaucoup aimé. Harari. Ah, c'est extraordinaire. C'est un livre que je recommande à tout le Ouais, monde. très, très Je belle l'ai lu lecture. il y a à peine une semaine. J'ai adoré. Voilà, en ce moment, je lis pas de fiction. Moi, je suis un peu. C'est bizarre, c'est comme ça. Je lis des. Voilà, c'est tout. Est-ce que, alors c'est une question difficile, et tu n'as peut-être pas la réponse ce soir, mais est-ce que tu as un livre de chevet? Est-ce qu'il y a un livre que tu as envie d'offrir? Souvent, on se dit, tiens, celui-là, j'ai envie de l'offrir à un ami parce que je l'ai adoré. Est-ce qu'il y a un livre comme ça qui t'a un peu accompagné Il y a dans ta un vie? livre que j'adore vraiment et que j'ai lu plein de fois, plusieurs fois. Je l'ai même lu en français pour savoir comment ça avait été traduit. C'est le premier roman de Toni Morrison que je trouve extraordinaire. Qui nous a Il quittés est tout simple, récemment. l'œil le plus bleu français. Et écoute, je l'ai lu 4-5 fois. Je l'ai même relu là récemment. Je l'ai relu là cet été. Je l'avais déjà lu 4 fois. Et je l'ai même lu en français il y a quelques années parce que je voulais voir comment on pouvait traduire cette langue, qui est la langue de Toni Morrison. Bon, alors, j'adore ce bouquin, voilà. Alors, je le recommande à tout le monde. Lisez ce livre. Alors, j'allais te demander un écrivain qui t'a inspiré, mais c'est peut-être la même réponse. Est-ce qu'il y a un écrivain français qui t'a inspiré? Euh, Il y a un écrivain qui n'est pas français, que j'adore, qui est polonais, qui s'appelle Witold Gombrowicz. Voilà, un français qui m'a inspiré vraiment. Bah, écoute, si ça vient pas comme ça, c'est qu'il n'y en a pas un qui, qui sort du lot pour toi. Alors, Je suis désolée. non, mais c'est pas grave, c'est des questions difficiles parce qu'on les prépare pas, donc c'est pas évident de trouver les réponses comme ça. Oui, bon, on voit. Un endroit préféré à New York, un lieu où tu aimes te ressourcer, tu aimes aller. Tu fais quoi quand tu as envie
de prendre l'air, de faire un tour. Je marche en travers, en long, en travers dans Manhattan, parce que j'adore marcher, j'aime bien observer les gens. Et un endroit que j'aime, À une terrasse où tu aimes te poser, un musée où tu aimes te ressourcer. Oui, le musée, vous me mettre extraordinaire. Bon, comme ça, là, parce que tout est fermé, donc ça fait longtemps. Il y avait un endroit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu. J'ai l'impression, on tourne en rond un peu, quoi. Est-ce qu'il y a alors une autre ville aux États-Unis pour laquelle tu as un coup de cœur? J'adore la Nouvelle-Orléans, New Orleans. J'ai adoré cette ville. Pour moi, il y a New York et New Orleans, c'est les deux villes les plus intéressantes de la côte Est, pour moi. Et en France, est-ce qu'il y a en France une ville de cœur? Paris, forcément, puisque c'est ma ville, en fait, aussi. Et puis, j'adore Bordeaux, qui est une très belle ville. Très intéressante. J'adore Bordeaux, voilà. Paris et Bordeaux. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est des Bordeaux et des villes. La New Orleans, c'est des villes qui sont un peu de la même époque, 19e, enfin 18, fin 18e, ouais. Elles ont des choses en commun, en fait. Ouais, Bordeaux a bien changé, c'est une très très jolie ville. Je suis d'accord avec toi. Je rappelle donc tes deux livres, Brooklyn Paradise et Road Movie pour un proscrit. Il faut absolument les lire, vous allez adorer. J'ai très bon retour sur le dernier qui vient de sortir, la Road Movie pour un proscrit. Tu auras le mien bientôt. Et donc, cette semaine, je vous disais 2 autres émissions, c'est exceptionnel. Demain, je reçois, on va à San Francisco demain avec les 3 heures de décalage horaire, et je reçois Charlotte Attry, qui est journaliste depuis 20 ans et qui a écrit 2 livres, qui a écrit un livre en anglais pour les enfants, pour arrêter la tétine. Elle a écrit avec son mari, elle nous racontera cette histoire de couple. Et puis, elle a écrit Toi et moi, on s'explique la ménopause sans tabou. Voilà, un tabou sans tabou. C'est extrêmement bien fait. C'est un petit livre, il y a de l'humour, il y a vraiment des coups de cœur, des petits conseils. C'est vraiment bien foutu. On va parler de ça avec elle. C'est un livre qui marche extrêmement bien en France. Ils ont fait énormément de télé parce qu'elles sont plusieurs co-auteurs. Et puis, vendredi, je reçois une femme que j'aime beaucoup, Célia de la Varenne. Célia de la Varenne, elle a fait 7 missions pour les Nations Unies dans des pays dévastés par la guerre. C'est une femme incroyable, c'est une femme, vous allez voir, les ongles laqués comme il faut et parfaitement peignée, mais c'est un homme à l'intérieur, c'est une femme qui n'a peur de rien et qui est juste épatante. Donc, on recevra Célia vendredi. Elle nous parlera de ses 2 livres, celui qui est sorti chez Fayard il y a quelques années, qui s'appelle Invisible pour l'enfer. Et puis, le livre que je recommande parce qu'il résume ces 7 missions pour les Nations Unies, où elle dénonce quand même beaucoup de choses, beaucoup de scandales, beaucoup de viols, beaucoup de tortures. Et c'est Les étoiles avaient déserté le ciel. C'est un livre chez Ballant. Et voilà, c'est un livre coup de poing. Et elle va nous parler de tout ça. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée interview. Donc voilà, merci à vous d'être là. Merci Chris, je suis ravie de cette discussion. Ouais. Et puis, vous continuez à suivre l'actualité de Chris sur Rencontre des auteurs francophones, puisqu'on essaye toujours de mettre en avant les 72 auteurs, parce que Rencontre des auteurs francophones, maintenant, c'est 72 auteurs de 13 pays du monde, 120 livres. Et puis, donc, une émission par semaine, sauf les semaines, il y en a 3. Il y a le blog des auteurs aussi, que je vous invite à découvrir, où nos auteurs, à peu près 2 fois par semaine, publient des choses vraiment géniales, sur des choses extrêmement différentes. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Non, je vais aussi vous annoncer que les premiers événements vont voir le jour. On a un premier événement en mars pour le mois de la francophonie, mais je reviendrai avec vous là-dessus. Et puis on aura, si tout se passe bien, les premiers événements présentiels à partir d'octobre, novembre et puis décembre. Et on ira se balader un peu aux États-Unis avec nos auteurs pour de très beaux événements. Voilà. Très beau. Merci Chris. Merci à toi infiniment, c'était sympa. Au plaisir de te revoir, à bientôt. À bientôt Sandrine. Bonne soirée.